Bonjour à tous. Alors, merci déjà d'être venus. Donc, je m'appelle Caroline Tapaz, je suis auteure et conférencière. Alors, je vous préviens comme tout de suite que c'est la première fois que je fais cette conférence-là en français. Donc, quand je parle de NDE, c'est en fait l'expérience de mort imminente. J'ai plus de mal avec EMI, donc je dirais NDE, mais bon, voilà, vous comprenez. Est-ce que vous êtes déjà familier avec les NDE? Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette expérience-là? Expérience proche de la mort? Non. Bon alors, moi je vous parle de faits réels, de faits vécus. Hein, c'est pas des choses que j'ai apprises ou que j'ai lues quelque part. Donc en fait, en tout, j'en ai eu 3. Et la toute première, elle m'est arrivée en 1992, le 24 avril 92. Et en fait, j'avais sauté d'une falaise. Et puis, j'ai fait ce qu'on appelle aussi une sortie de corps. Donc, je me suis vue au milieu des pierres, j'ai vu le sang qui était séché, etc. Et puis, j'ai eu un message qui me disait bah, « c'est pas ton heure ». Et puis, j'ai vu ma sœur. J'ai rencontré ma sœur, en fait, qui était ma grande sœur que j'avais jamais rencontrée avant, parce qu'elle était décédée quelques heures après sa naissance. Et donc ma maman m'avait toujours parlé de ma sœur Christelle, et je lui parlais quand j'étais petite, mais là je l'ai rencontrée et je savais que c'était elle parce qu'elle m'a dit « tu peux pas faire ça à maman, tu vas pas mourir maintenant, c'est pas ton heure, tu peux pas faire ça à maman ». Donc je savais que c'était elle. Et puis donc après, il y a eu une histoire, ma chute, c'était comment je m'en suis ressortie, c'était un miracle, donc ça je vous le passe, mais j'ai été appelée la miraculée, je suis passée à la télévision pour ça, etc. Et puis la deuxième NDE, c'était 3 jours après à l'hôpital, où là on m'avait dit que j'allais rester tétraplégique, je ne remarcherais plus jamais. Et donc j'étais complètement paralysée, mais j'avais encore toute ma tête. Et j'avais demandé au médecin, j'avais demandé de me faire une piqûre. J'ai dit, il est hors de question que je vive comme ça, avec mon cerveau, pour m'en rendre compte. Donc je me souviens que j'avais mon papa à côté de moi qui était en train de parler des travaux qu'il faudrait faire à la maison pour le fauteuil roulant, ma maman qui me caressait la main et je sentais rien. Et à un moment donné, je suis partie de nouveau. Alors c'est quand on dit partir, en fait on se sent happé. Et donc j'ai vu ce dont beaucoup de gens parlent aussi, ce fameux tunnel, cette lumière blanche. Et ça c'est quelque chose de très très rassurant en fait. Et on se sent, pour le décrire, on est apaisé, on se sent en sécurité, donc c'est très lumineux, mais c'est comme être dans du coton. Et c'est très très agréable. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de plus ou moins la même expérience, et on partage tous ce sentiment de on ne veut pas revenir en fait. On est tellement bien qu'on n'a pas envie de revenir. Mais c'est pas nous qui décidons. Donc là, moi j'ai eu un autre message qui m'a dit que je n'allais pas être handicapée, que je remarcherais. Et j'ai eu un message très clair qui me disait « tu dois souffrir pour comprendre la souffrance des autres ». J'ai mis du temps avant de comprendre ce que ça voulait dire, mais quelques temps plus tard, j'ai passé un pacte avec Dieu, et avant je n'étais pas particulièrement croyante, mais j'avais dit si vous me laissez marcher 15 minutes par jour, je ne demande pas plus, mais juste le temps de me lever pour aller aux toilettes le matin et de ne pas avoir besoin de 3 infirmières, je serai heureuse pour le restant de mes jours et je serai à votre service pour le restant de mes jours. Et en fait, après je suis devenue guérisseuse, mais juste pour revenir sur ce passage de ma deuxième expérience de mort imminente, j'ai fait une sortie de corps et j'ai vu tout le monde qui s'affolait autour de moi. J'ai vu les infirmières, j'ai vu notamment une infirmière, quelqu'un qui arrivait pour faire les électrochocs. Et le médecin a dit non, elle ne veut pas être réveillée, elle ne veut pas être sauvée. Et je voyais tout ce monde-là et je me disais « oh c'est bien, il a écouté ce que je disais ». Et j'étais vraiment contente, j'étais bien, donc je voyais tout le monde qui s'affolait. Et puis c'est à ce moment-là où j'ai reçu ce message, donc je n'allais pas être handicapée. Et je me suis réveillée, donc ça a duré quelques secondes. Hein. Mais ça m'est toujours resté ce sentiment, ça m'a fait plaisir de voir qu'on avait quand même écouté ma volonté. Et je suis revenue en remuant les orteils. Comme si, je ne sais pas si vous faites du yoga, mais exactement comme la position Savasana. Quand on termine la séance de yoga, on commence par bouger les orteils, puis les doigts. Moi, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai remué les orteils, et puis après, c'était les doigts. Alors, ça ne veut pas dire que je me suis levée et que j'ai marché. Hein.
J'ai quand même beaucoup souffert, ça a mis, mais j'étais sur les barres parallèles 30 jours après. Donc c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ça m'avait donné la confiance, en tout cas, déjà que je ne resterais pas paralysée. Et après, voilà, j'ai commencé à... En fait, j'ai développé, comme beaucoup de gens qui vivent cette expérience de NDE, on revient avec quelque chose de plus. On revient avec un niveau de conscience plus élevé, on va dire, et j'ai commencé à pouvoir en fait, soigner les gens autour de moi. Donc je suis devenue guérisseuse, et comme j'avais passé un pacte, j'ai fait ça pendant plus de 20 ans, dans le monde entier. Et puis après, j'ai eu à un moment donné un message en septembre 2012 qui me disait qu'il fallait que j'arrête de faire des consultations et de soigner les gens. Et j'ai pas voulu écouter parce que j'avais déjà sorti un livre qui expliquait mon histoire et j'avais beaucoup de succès. Et j'ai pas voulu arrêter. Et à peu près 2 ans plus tard, en tout cas ma 3e NDE, c'était le 5 mars 2014. Et là, c'était différent parce que cette fois-ci, en fait, c'était mon heure. Et c'est moi qui n'ai pas voulu partir. Et donc là, j'ai pas vu le tunnel de lumière, mais je me suis sentie happée de nouveau. Mais c'était comme une tornade. Tout allait vite et je tombais et je détestais cette impression de perdre le contrôle. Et je suis arrivée, c'était comme une porte et quelque part, je savais ce qu'il y avait de l'autre côté. Je savais que j'allais avoir la lumière et autant avant, je voulais pas revenir. Mais là, c'était pas moi qui avais voulu et j'étais pas prête. Et ça s'est passé trop vite. J'ai été diagnostiquée avec un cancer en phase terminale et j'étais tellement choquée. On me l'a diagnostiqué le 17 février et tout d'un coup, j'étais déjà en train de partir. Ça allait trop vite. Et j'arrêtais pas de dire, j'habitais aux États-Unis, donc j'arrêtais pas de dire I'm not finished, j'ai pas terminé. Il me semblait que la première fois j'avais passé un pacte, donc ça voulait dire que j'avais une mission. Je me sentais investie d'une mission. Et quelque part, le fait aussi d'avoir été guérisseuse, c'est pas qu'on se sent immortel, mais on perd un côté d'humain. Enfin, c'est difficile de dire qu'on perd l'humanité, mais on se sent, on est un canal, j'aime pas parler de pouvoir, mais on a un certain pouvoir quand même sur, c'est pas qu'on ait un pouvoir de vie ou de mort, mais enfin, ma spécialité notamment c'était les cancers en phase terminale, donc je dis jamais que j'ai guéri les cancers, mais j'ai aidé beaucoup de gens. Et comme on fait le bien, c'est comme on se sent un peu invincible, c'est ça surtout. Il y a ce côté, voilà, j'ai déjà échappé à la mort, je suis revenue. Donc si je suis revenue, c'est parce que j'ai quelque chose à faire. Et là, j'avais une frustration parce que j'avais pas fait assez. Et notamment, il y avait quelque chose que je n'avais pas fini. C'était une histoire que j'avais écrite en écriture automatique en 1996 qui s'appelle La 8e note. Et cette histoire, elle était tellement incroyable. Il y avait un personnage qui me ressemblait beaucoup. Et quand je l'ai écrite, elle me ressemblait tellement qu'elle me faisait peur, parce qu'il lui arrivait des choses assez dramatiques. Enfin, elle finissait très très malade et complètement épuisée, etc. Donc j'avais tellement peur que ce soit moi, que je voulais pas finir l'histoire. C'était une espèce de façon de garder le contrôle, alors qu'en fait on n'a aucun contrôle. Et donc là, j'étais pas prête à mourir parce que je n'avais pas fini la 8e note. Donc je l'ai dit, je peux pas partir maintenant. J'ai essayé de négocier. Je dis, il me faut 5 ans de plus. Alors, le seul souci, c'est que donc, je me suis réveillée. Alors j'ai transpiré, mais énormément transpiré. En fait, je me suis vidée de toute mon eau. Donc j'ai failli faire une crise cardiaque par déshydratation. Donc j'ai été sauvée à l'hôpital. Mais comme j'ai perdu toute mon eau, en fait, alors après, le cancer était désactivé. Enfin, c'était un truc incroyable. Le cancer était désactivé, alors on ne saura jamais vraiment la vérité. Est-ce que c'était vraiment un cancer en phase terminale ou est-ce que j'avais été mal diagnostiquée? Parce qu'il s'est avéré que j'ai plusieurs maladies rares, incurables, et notamment une maladie qui, c'est les globules blancs qui attaquent les cellules d'hydratation. Donc là d'ailleurs, donc on n'a plus assez de salive, plus de larmes, j'avais plus de fluide dans les articulations, et c'est une mort lente.
Et donc ça, c'est la maladie de Bougereau-Sjogren. Et puis après, on m'a trouvé une autre maladie génétique où j'étais née avec. Et puis au final, maintenant, le dernier diagnostic, j'ai une maladie qui s'appelle Magique. Alors, je me suis dit, bon, ça, je peux pas aller contre. C'est vraiment le destin, c'est d'avoir une maladie très rare qui s'appelle Magique. C'est quand même incroyable. Mais c'est pour dire que on n'a pas de contrôle sur notre mort. Et là, moi, j'ai voulu contrôler, du coup, je le paye très cher. Je ne sais pas si j'aurai 5 ans. Maintenant, je trouve que c'est long. Mais j'ai fini la 8e note. Donc déjà, je suis vraiment en paix avec ça. Et donc là, je m'excuse que je suis obligée de voir, j'ai plus du tout de salive. Voilà. Donc j'ai fini cette histoire et je l'ai adaptée au temps moderne, parce qu'entre 1996 et maintenant, il s'est passé plein de choses. Et cette histoire, c'est aussi un peu mon immortalité, parce que ce que je voulais, ce qui était important pour moi, c'est de transmettre toutes les leçons que j'ai apprises, toutes les choses, parce que dans toutes les consultations que j'ai pu faire, toutes les conférences que j'ai faites dans le monde entier, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Donc je voulais transmettre. Et c'était vraiment important de savoir que voilà, je peux partir maintenant à n'importe quel moment. Je suis sereine par rapport à ça. Je sais ce qui se passe après. Donc déjà, la mort, ça n'a jamais été une angoisse, alors que c'est l'angoisse, c'est la deuxième peur de l'être humain. Et la première, c'est de parler en public. Mais ce qui fait peur sur la mort, c'est plus de ne pas savoir quand ça va arriver. En ce qui me concerne, c'était c'était de perdre le contrôle, de ne pas savoir comment ça va arriver, quand ni comment, et de partir dans des souffrances abominables. Alors que maintenant, vu que les souffrances abominables, elles sont déjà là, je le vis vraiment comme ce sera une délivrance, ça sera quelque chose de très apaisant, je suis vraiment sereine par rapport à ça. Et il y avait une petite anecdote que je voulais aussi raconter, c'est que pendant des années, j'ai fait des cauchemars, et la seule chose qui me calmait, c'était de retrouver cette sensation, ce que j'avais vécu donc dans mon expérience proche de la mort. J'avais un petit frigo vide, je le gardais tout le temps vide, et la nuit, quand je me réveillais des angoisses et que j'étais en sueur et que je faisais ces cauchemars, ce qui me faisait le plus de bien, c'était d'ouvrir la porte du frigo et de me mettre la tête dedans. Et ça me rappelait vraiment cette sensation de mort, du tunnel, c'était la même lumière. Et en fait, la douleur, c'est quelque chose de chaud. C'est toujours associé à de la chaleur. Et donc, quand vous avez très chaud, quand vous avez très mal, mettre la tête dans le frigo, cette sensation de fraîcheur et cette lumière, ce blanc, ce côté apaisant, rassurant, ça me rappelait vraiment ce que j'avais pu vivre dans cette expérience de mort imminente, dans cette NDE. Donc ça paraît un peu bizarre comme ça, mais voilà, je comparais à ça. C'est imaginer que vous avez vraiment très chaud et vous mettez la tête dans le frigo. Et c'est ça. Donc voilà, surtout ce que je voulais dire, c'est que donc on n'a pas de contrôle dessus sur la mort. Il ne faut pas en avoir peur. Et ça se passe, que ce soit même parce que tout le monde a perdu des proches, ou donc que ce soit la peur de sa propre mort ou celle de ses proches. Il faut savoir que quand le moment arrive, c'est quelque chose de beau. C'est pas quelque chose de violent, jamais. Ça se passe en douceur, c'est quelque chose de beau. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ce que je viens de dire ? Comment ? C'est pas beau la mort. C'est pas beau la mort ? Vous êtes à côté de quelqu'un. Oui, mais c'est pour ça que je disais, voilà, c'est tout le monde a vécu ça, on a tous perdu des proches. C'est pas que c'est pas beau la mort, c'est que c'est toujours dur pour celui qui reste. Mais celui qui meurt. La personne qui meurt, elle est décharnée, elle est plus jolie à voir. Mais ça, c'est le corps physique qui reste. Ça, c'est sûr que c'est ce côté-là, mais c'est le corps physique. Et voilà, c'est pour ça aussi que je voulais expliquer qu'on se voit. Moi, toutes les 3 fois, j'ai vu mon corps. Donc, on voit son corps.
Il y a aussi une chose à savoir, et je pense que Jean-Baptiste pourra confirmer, il est passeur d'âme. Tous les morts sont présents à leur enterrement, à leur funérailles. Donc l'esprit est toujours là, on voit, et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui disent ça, des personnes qui ont eu des proches qui sont morts, qui disaient, que ce soit une femme qui a perdu son mari ou l'inverse, qui disaient je supporterai pas quand ça arrive, et tout d'un coup on sent qu'on a une force. Moi j'ai perdu ma maman de manière très brutale puisqu'elle s'est suicidée, et ça nous paraît être la mort de ceux qu'on aime, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Moi je dis toujours que je préfère être celle qui est malade, si ça arrivait à ma soeur je ne le supporterais pas. Et c'est vraiment ça le plus difficile dans la mort, c'est d'accepter la mort des proches, ou de les voir mourir. Mais quand ça nous arrive à nous, il ne faut pas en avoir peur. Ça se passe, c'est apaisant. Ça se passe jamais dans la violence. Même si c'est un accident, même si on est assassiné, le moment où ça arrive, on n'a pas le temps de le vivre avec violence. Non, on n'a pas le temps. Donc en fait, ça ne se passe jamais dans la douleur. Ça, c'est important à savoir. L'hôpital, il vous laisse plus souffrir. C'est pas vraiment légalisé. Moi, je suis pour ça. Je suis pour parce que je comprends pas pourquoi on euthanasie des animaux et pas les humains. Ça, je comprends pas parce que quand on est vraiment en souffrance et qu'il n'y a aucun espoir de toute façon, autant effectivement faire une piqûre et qu'on s'endorme et que ça se passe sereinement et même que la famille ait le temps d'être préparée, que ça soit un choix, que ce soit choisi, voilà, tous ensemble. Ça c'est sûr. Mais ça c'est un côté inhumain de laisser souffrir. Mais le moment même où la mort arrive, c'est pas dans la souffrance. Donc Jean-Baptiste, est-ce que tu peux confirmer ça en étant passeur d'âme? Oui, je confirme. Puis j'avais une question aussi. Est-ce que tu as été paniqué quand tu es sorti de ton corps et que tu as vu ton corps au-dessus? Parce que c'est quand même. Ça doit être quand même impressionnant, quoi. Mais tu n'as pas eu de panique du tout donc. Non, la première fois. J'avais été, donc a priori, ce que les médecins ont dit, j'avais été dans le coma pendant 8 heures. Donc quand je me suis réveillée, que je me suis vue, j'étais consciente et pas vraiment contente. Je me suis dit, oh c'est marrant, j'avais mon pantalon qui était baissé. Donc je me rappelle avoir pensé ça, oh c'est marrant, j'ai mon pantalon qui est tout baissé, j'avais les cheveux tout collés par le sang, je trouvais, non je n'étais pas paniquée du tout. J'étais amusée par la situation. La deuxième fois, j'étais toute contente de voir que quand le médecin a dit non, elle ne peut pas être animée, j'étais ah c'est bien, il a suivi ce que j'ai demandé, donc j'étais non, à chaque fois j'ai eu sauf donc la troisième fois où là la troisième fois oui j'ai paniqué parce que j'étais vraiment j'étais pas prête du tout, vraiment pas. Et donc là je ne voulais pas. Mais sinon non, il n'y a pas de panique. D'accord. Et quand tu parles d'une aspiration, donc comment tu pourrais définir cette aspiration en fait? Est-ce que c'est à l'intérieur de ton corps? Comment ça se passe pour expliquer un petit peu aux gens? Ça c'est ce qui reste un peu une énigme au niveau scientifique. Moi je suis, malgré tout ça, je suis assez cartésienne. J'aime bien, moi je dis toujours d'ailleurs je crois ce que je vois. Donc c'est pour ça que je ne parlerai pas des MDE si je n'avais pas vécu ça. Et donc ça reste une énigme pour les scientifiques, on ne sait pas trop expliquer, on part, non c'est pas à l'intérieur de soi, on part dans d'autres dimensions. Parce que donc là on est sur le plan physique terrestre, et après il y a d'autres dimensions. Et c'est là où l'esprit part, où en fait la mort vraiment, elle existe que pour le corps physique. Sinon elle n'existe pas, il n'y a pas de fin. Après, moi je respecte les croyances de tout le monde, mais par expérience, je peux le dire, parce qu'en étant aussi médium, Jean-Baptiste pareil, on communique avec les esprits, avec les âmes. Donc c'est bien que voilà, la mort en soi, la fin n'existe jamais, c'est que la mort du corps physique. Donc encore une fois, je rejoins madame, c'est vrai que c'est difficile à accepter de voir quelqu'un qu'on a aimé, le corps il a l'air vide, ça c'est difficile à voir. Moi, j'ai pas voulu voir ma maman. J'ai pas voulu la voir, voilà. Je préfère aussi l'incinération, je trouve ça quelque chose de plus propre plutôt que de me dire qu'il y a un cadavre qui va se décomposer. J'aime pas cette idée, mais ça c'est propre à moi et encore une fois je respecte vraiment les croyances de chacun. Mais l'esprit ne meurt jamais.
Donc c'est pour ça aussi, quand je disais les morts, ils sont là, ils assistent à leur enterrement. Moi, en tant que médium, j'ai beaucoup aidé des familles comme ça à faire le lien. Par exemple, si le défunt n'avait pas fini quelque chose, que ce soit souvent c'est au niveau des papiers, des